cette session sur les packages. Donc, on va écouter d'abord Oscar Laverny qui va nous parler de Empirical and Non-Parametric Copula Models with the Court Package. Je laisse la en anglais ou je peux continuer en français? Bon, en français, ça sera mieux, je pense. Bonjour à tous. On va parler plus de stats et moins d'interface et de programmation. Je suis désolé, mais bon. On va parler de modélisation de copules. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est comme sujet. L'idée, c'est d'essayer de modéliser des structures de dépendance entre variables aléatoires. Et pour ça, il y à sous R un package qui s'appelle Copula et qui est un pont dans le domaine. Et c'est un domaine qui est très, très accroché à R à cause de la quantité de code qui est disponible, qui n'est absolument pas trouvable dans d'autres langages. Seulement, il n'y a pas tout dans ce paquet, il manque des trucs. Il y a beaucoup d'analyses paramétriques et très peu d'analyses non paramétriques. Et c'est ça qu'on a fait avec le package Court. On a essayé d'ajouter une couleur non paramétrique à l'estimation de copule. Alors, allons-y. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une copule? Une copule, c'est une fonction de répartition de dimension D qui a pour caractéristique d'avoir des marginales uniformes sur 0,1. En fait, ça sert à extraire la structure de dépendance d'un vecteur aléatoire. Si mon vecteur aléatoire il a une fonction de répartition grand F, et les f petit i, c'est les fonctions de répartition marginales, la formule de C de U donne une fonction de répartition qui a des marges uniformes sur 0,1, et il y a une bijection entre C et les petites fi et grand F en elle-même. Et cette bijection permet de séparer le problème d'estimation de la distribution du vecteur en deux morceaux, l'estimation des marges d'un côté et l'estimation de la structure de dépendance de l'autre. Et ce que je disais à l'instant, c'est qu'il y a un package dans R qui fait ça très très bien, qui s'appelle Copula, et qui propose tout un tas de modèles paramétriques pour estimer ces choses-là, avec des tests pour vérifier que les fits sont corrects, avec de quoi les simuler, de quoi les estimer, de quoi en les intégrer des fois. Bon, c'est très bien fait. Mais il y a peu d'estimateurs non paramétriques. Alors, qu'est-ce que ce serait qu'un estimateur non paramétrique d'une fonction de répartition ou d'une densité? Je ne sais pas si vous avez fait un peu de régression, mais il y a un algo très simple qui s'appelle CART, qui fait des arbres de régression, qui en gros divise l'espace sur une covariable choisie. On prend une covariable, on choisit un point de séparation, un breakpoint, on coupe l'espace en deux, et on choisit le breakpoint en minimisant une certaine perte, et sur chacune des deux feuilles qu'on a fabriquées, on assigne la réponse moyenne de la variable. Et ce machin-là fabrique un modèle de régression qui est constant par morceau. Et en fait, on veut faire la même chose en estimation de densité. Une densité constante par morceau, c'est simplement un histogramme. Et c'est Ram et Grep qui en 2011 fabriquent ça, donc ils appellent ça Density Estimation Trees. Et ça marche assez bien, ça fabrique une densité qui a la particularité d'être justement constante par morceau. Ici, FL, c'est une constante, la fréquence des observations dans la feuille, petit l. Grand L, c'est mon arbre, c'est l'ensemble de mes feuilles. Et lambda de L, c'est juste la mesure de la feuille, pour que ça intègre à 1. Donc en fait, cet objet-là, c'est juste un histogramme où la taille des cases de l'histogramme va être un paramètre à estimer. Et ensuite, le poids qu'on va mettre sur chacune des cases dépend du nombre d'observations qu'on avait dedans. OK, donc ça, il y a déjà une implémentation qui est faite dans MLPack, qui est une implémentation en C++, mais qui est exploitable depuis R. Et ils utilisent une paire quadratique. Et la question, c'est est-ce que la paire quadratique qu'ils utilisent va fonctionner aussi pour estimer des structures de dépendance? Et est-ce que si on applique cet estimateur-là à des pseudo-observations, on va récupérer une vraie copule ou est-ce qu'on va récupérer quelque chose d'un peu bancal? Alors, on peut décrire la classe de copule qui a une forme piecewise linéaire pour les fonctions de répartition ou piecewise constant pour les densités. Elle se décrit assez facilement et elle ressemble assez bien aux densités qu'on avait pour les vecteurs aléatoires sans contrainte de marge. Et en fait, ces contraintes de marge, pour qu'un vecteur aléatoire soit une copule, il faut simplement que ces marges soient uniformes sur 0,1.
Et ces contraintes de marge, dans le cas de nos densités constantes par morceau, elles s'expriment comme des contraintes linéaires, égalité et inégalité sur le vecteur des poids. Alors ça va bien nous simplifier la vie, surtout que si on prend la même erreur quadratique que celle de Ramay-Grell, densité estimation trees, on récupère une perte qui est quadratique également sur les poids, sachant la structure. Et donc en fait, là, on a un programme quadratique qui est solvable par pas mal de solvers différents. Un de mes préférés, il s'appelle OSQP, Operating Splitter Quadratic Program. Et il est codé à Oxford, je crois. Oui, c'est ça. C'est une base en C++, mais il est tout à fait exploitable depuis hier et il fonctionne très bien. Et ce programme quadratique, en fait, est une forme de projection des feuilles précédentes sur les contraintes. Donc ça se résout. C'est ça. Et en fait, on va, un peu comme carte, on va résoudre ça de manière récursive, c'est-à-dire qu'on va découper l'espace de manière récursive. Le programme qui choisit l'endroit où on découpe l'espace, comme dans carte, il est obligatoirement greedy et non linéaire. Donc ça, c'est un tout petit peu merdique, mais il y a NLOpt qui fait ça très bien. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on retombe sur un problème quadratique, donc simple à résoudre et efficace, pour estimer les points. Vous voyez que là, on a quand même exploité quelques paquets différents, NLOpt, OSQP, d'optimisation, qui sont disponibles et pratiques à utiliser, et qui nous permettent de ne pas coder le fond du problème, mais juste l'interface. Ça nous facilite pas mal la vie. Alors après, il y a des questions de tests sur lesquelles je vais un peu passer, mais qui permettent d'avoir une forme de consistance de l'estimateur qui n'est pas forcément super importante ici. Par contre, un truc intéressant, c'est qu'une fois qu'on a des estimateurs sous forme d'arbres, on a une grosse envie d'en faire du bagging, si possible avec un peu de randomisation, en mode forêt aléatoire, ou alors tout simplement d'en faire une validation croisée. Et en fait, ça peut se faire en régression, donc c'est Breiman qui fabrique les forêts aléatoires. En estimation de densité, ça n'existait pas trop jusqu'à maintenant. Il y a des trucs live-run-out qui existent. Mais bon, du coup, on l'a un peu fabriqué, donc on a copié les estimateurs de Breiman, et à partir de ça, on est capable de faire de la cross-validation, de l'estimation out of bag, et tout ce qu'il faut pour pouvoir agréger en bagging plusieurs arbres différents pour fabriquer un modèle plus précis et qui va estimer localement quelque chose de plus juste. Un des problèmes des arbres de régression, c'est qu'ils sont assez mauvais si on n'a pas suffisamment de données. Ils ne découpent pas assez l'espace et ils font des moyennes un peu grossières. Mais avec ça, on s'en sort mieux. Et donc, on fabrique des pertes out of bag qui sont des pertes de validation croisée qui calculent la perte Oui, on voit vos de slides, l'estimateur sur les données de vous training. ne les voyez pas? La perte, il la calcule sur les données de test. Oui, on voit vos slides en Et du plein coup, il écran. fabrique quelque chose de Petite consistant. précision, en fait, où tout le monde peut rallumer son micro. Donc, On peut aussi si pondérer des arbres. Gavin et Tao veulent On le aurait faire pu à un aussi faire de moment, l'hosting. ils sont libres. Ça marche aussi. Et tout ça pour faire de l'estimation de densité. Alors voilà à quoi ça ressemble. Là, j'ai un jeu de données un peu moche, où volontairement, on a choisi de mettre une variable complètement indépendante des autres. Ce jeu de données-là est déjà dans 0.1 car il est déjà renormalisé sur l'espace des copules. Et donc, il y a trois variables qui sont assez dépendantes entre elles. La première, la troisième et la quatrième. La copule qui est dessous, c'est une copule de Clayton. Et puis la troisième, on l'a un peu retournée. Et la deuxième, on a fait exprès de la mettre indépendante. Et donc, voilà ce qu'on peut estimer comme arbre là-dessus. Donc, les points rouges, là, c'était mes observations. C'est les mêmes que les points noirs d'avant. Et les cases grises, c'est l'histogramme que j'ai fabriqué. Donc là, c'est une projection bivariée de l'histogramme de dimension 4. Et ce qu'on voit, c'est qu'assez vite, il s'est rendu compte que la deuxième variable, il ne se passait rien. Et donc, il ne l'a pas découpée du tout. Ce qui est plutôt pratique. Et contrairement à des histogrammes plus brutaux qu'on peut faire pour les copules type checkerboard, ça permet de limiter le nombre de cases et donc de limiter la place nécessaire pour stocker l'estimateur. Ça fait un peu compression, si vous voulez. Alors, on voit aussi que ce n'est pas parfait. Il y a des endroits où il a mis des poids là où on n'aurait pas trop voulu en mettre. Par ici, par exemple. Mais bon, il peut faire que des cases carrées. Il n'est pas non plus trop malin.
Et pour corriger ça, on peut faire du bagging, justement. Oui, c'est ça. Donc sur la gauche, là, vous avez, et sur la droite aussi, vous avez des pertes qui sont données à gauche en fonction du nombre d'arbres qu'on a mis dans la forêt. Au fur et à mesure qu'on rajoute des arbres, on voit bien que la perte, elle se casse la gueule au début. Et puis après, au bout d'un moment, il y a un nombre d'arbres à partir duquel ça remonte. Ce qui correspond bien à un paramètre, à un hyperparamètre standard. Ça, c'est pas très intéressant. Ça non plus. Ça non plus. Ça va être vidu. En gros, oui, si, ça c'était intéressant quand même. On a fait une comparaison avec quelques autres modèles. Les deux premiers, là, les CB m égale 10 et CB m égale 5, c'est les checkerboards. C'est-à-dire c'est des estimateurs qui sont des vrais histogrammes où le nombre de cases est choisi à l'avance et où on découpe l'espace de manière régulière. Et ça marche pas mal parce que c'est plus rapide à estimer. Mais le problème, c'est que ça n'a pas forcément des pertes très très bonnes. Alors tout à gauche, il y a la copule empirique, évidemment, et puis il y en a une autre qui est la copule bêta, qui est un truc non paramétrique, mais qui fabrique des estimateurs qui sont continus et qui ont une densité. Alors que là, il y a une densité, elle est constante par morceau, mais qui fabrique une densité plus lisse et qui sont implémentés dans le package Copula, notamment. C'est un peu notre concurrent. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce truc-là? Le premier, c'est que les estimations qui sont les densités qui sont constantes par morceau sont des modèles qu'on utilise pas mal en machine learning, beaucoup moins en stats, et surtout qui n'existaient pas dans l'espace des copules, où on travaille beaucoup avec des modèles paramétriques. Alors que pourtant, c'est assez pratique comme modèle. Ça permet de simplifier les calculs, d'obtenir des algorithmes de fit qui sont quadratiques, qui correspondent à des problèmes informatiques connus et résolus rapidement. Et ça permet d'augmenter un peu la dimension des questions complexes. De la même manière qu'avec des arbres de régression, on est capable de traiter des problèmes avec une dimension des covariables qui grimpe, on va pouvoir faire ça ici aussi. Il y a quand même un problème qui est que l'estimation des poids, il y a une forme de degré de liberté dedans, qui fait que quand la dimension augmente, on est quand même restreint par the curse of dimensionality. Ça, c'est classique. Mais surtout, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir faire du bagging, du boosting, de la cross-validation et avoir sur ces estimateurs de densité, récupérer tout un tas de résultats de convergence et tout un tas d'analyses qu'on faisait en fait sur des estimateurs de régression sans les pousser vers les estimateurs de densité et encore moins des estimateurs de copule. Voilà. Je ne sais pas comment je suis niveau de temps. Ouais, si ça devrait aller. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Julien? Ouais, je voulais juste savoir quel était le coût computationnel supplémentaire de ta méthode par rapport à une carte sans copule. Donc, ça allait un peu vite au moment où je montrais les égalités approchées sur les termes quadratiques. Et NLOptr, tu l'utilises pour résoudre un problème qui est convexe ou non convexe? J'ai pas compris ça. Alors, absolument pas. Je l'utilise pour trouver le point sur lequel je découpe. Et en fait, sachant le point de découpe, le problème devient quadratique. Le truc, c'est que si j'arrive à le retrouver, voilà. Pour trouver le point de découpe, ici, c'est mon petit x sur lequel je vais découper, ainsi que les dimensions qui vont avec. Je suis obligé de minimiser une perte qui a l'air quadratique, mais en la densité, mais qui en fait n'est pas du tout quadratique en petit x. C'est même plutôt non linéaire et pas joli. Et du coup, tu utilises quoi comme algo de recherche de minimum Il me semble que c'est CLSQP. Enfin, non, il me semble pas, je suis sûr que c'est CLSQP. Il fait ça très bien. C'est assez rapide en fait, parce que l'espace n'est pas. Enfin, si, il est grand, c'est une dimension infinie, mais comme c'est 0,1.
Oui, merci pour ta présentation. Moi, j'avais une question lorsque tu compares les différentes méthodes. Alors, c'est allé un peu vite sur les différents critères que tu avais, mais en tout cas, c'était pas toujours cette méthode par arbre qui gagnait. Et du coup, c'était que comment tu l'interprètes que pour certaines métriques, tu as des meilleures performances pour Alors, il y a cette deux classes de méthode. métriques. Les premières que je décris là, le J et le KN, la première, c'est une distance qui correspond à la perte qu'on utilise. Et la deuxième, c'est juste un pullback liver sur la densité. En fait, la perte qu'on utilise, c'est une perte quadratique sur la densité. Et le deuxième jeu de métriques, qui est là, c'est des métriques qui sont construites sur la fonction de répartition. Et donc, ce n'est pas le même objet, et ce n'est pas tout à fait l'objet qu'on estime. Et en effet, sur les métriques qui sont construites sur la densité, c'est-à-dire sur l'objet qu'on est en train d'estimer, ça marche bien. Sur des métriques qui pourtant devraient être équivalentes, vu qu'il y en a une qui est l'intégrale de l'autre, ça marche un peu moins. Ok, merci. Alors, on a une question en ligne. Et est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Alors, en ligne, vous pouvez poser votre question. Votre micro doit être ouvert normalement. Ah oui, bonjour. Bonjour, les questions, je les avais marquées dans le chat. Donc, en termes de dimension gérée, avantage aux méthodes paramétriques ou à cette méthode non paramétrique? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est le découpage en rectangle que l'on voit sur vos graphiques est lié à la méthode carte, n'est-ce pas? Alors, merci. Je vais prendre la deuxième d'abord. Le découpage en rectangle, il est clairement lié à la méthode carte. On est en train de faire une copie de l'algorithme carte pour faire de l'estimation de densité plutôt que de la régression. Donc, on va découper l'espace de la même manière que carte le ferait. C'est vraiment ça l'idée. Et la première question, c'était... Avantage aux méthodes paramétriques ou à cette méthode non paramétrique quand vous avez de nombreuses dimensions? Et jusqu'à combien de dimensions vous pouvez aller? Alors, on monte jusqu'à des dimensions 8 ou 9. Il y a dans la littérature d'autres méthodes qui montent en dimension beaucoup plus importante avec des modèles graphiques et des épithèses simplificatrices. Mais les techniques paramétriques standards sont capables d'aller beaucoup plus loin en échange du fait qu'elles font des compromis énormes. C'est-à-dire que vous avez 2 paramètres pour décrire la structure de dépendance d'une quinzaine, d'une vingtaine de variables. Et en fait, le nombre de paramètres ne dépend pas du nombre de variables. Et du coup, si ça marche, vous avez gagné. Mais si ça ne correspond pas à la donnée, c'est embêtant. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, oui, très bien, merci. Merci. Et il y en a d'autres dans la salle, des questions en ligne? Non. On va vous remercier encore une fois de la présentation. Merci.